Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Frédéric Michel. Oui. Salut. Salut Jean-Dominique Leduc. Heureux de te rencontrer finalement en personne. Donc, tu pilotes le balado, le podcast Dans ma bulle, portail sur lequel tu produis énormément de matériel. Et aussi... encore, je voudrais produire plus. Alors, tu voudrais produire plus. Et comment fait-on pour produire plus que tu ne le fais déjà? À ton avis, c'est le temps qui manque. Ben oui, évidemment, c'est toujours le temps. Ouais. Et pourtant, voilà, tu l'alimentes bien, ton portail. D'ailleurs, il y a des libraires qui proposent des critiques d'albums. Et ça, c'est intéressant, donc, parce que ta plateforme, elle est ouverte. Et donc, en fait, bon, je connaissais ton travail, mais il faut le dire pour le bénéfice des auditrices et auditeurs, je t'ai d'abord accordé une entrevue pour le balado avant Noël, donc en décembre. Ouais. Et sachant que je serais à Angoulême, je me suis dit, ben tiens, je te lance l'invitation, ce sera à mon tour de te recevoir à mon micro. Et une des choses qui m'a vraiment étonné, Frédéric, c'est le fait que tu connais quand même bien la bande dessinée québécoise. Ça te vient d'où, ça? Alors bien, je ne sais pas si je la connais bien. En tout cas, j'ai une appétence, j'ai une curiosité pour la bande dessinée québécoise. Ça me vient d'où? Parce que c'est ce que je t'avais dit aussi la dernière fois, c'est que je suis curieux. Donc si je suis curieux, je m'intéresse à plein de choses. Donc forcément, c'est quelque chose vers quoi je vais tendre. Voilà. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais toute la bande dessinée québécoise, parce que vous avez une grande histoire, une longue histoire de bande dessinée. D'ailleurs, on en reparlera ensemble plus tard dans le podcast. Mais voilà, il y a des choses qui m'intéressent, il y a des pans que je ne connais pas, je connais dans les grandes généralités. Là, je m'intéresse aussi surtout à toute la nouvelle génération d'autrices. J'insiste bien sur autrices parce qu'il y a beaucoup d'autrices de bande dessinée québécoises et d'auteurs de bande dessinée. Voilà. Et comme je te l'avais dit aussi durant le podcast, je trouve que la bande dessinée québécoise dans toute son ampleur, aussi bien la version ancienne que la version récente, mérite d'être mise en avant. Voilà. D'ailleurs, je trouve ça intéressant le fait que tu parles d'autrice parce qu'il est vrai que depuis les 10 dernières années, j'ai l'impression au Québec que ce sont vraiment elles qui ont pris le médium à bout de bras et qui ont proposé, qui ont diversifié la tonalité des albums, qui ont exploré de nouveaux territoires. Et ça, c'est fou, Frédéric, parce que une des raisons pour lesquelles Julie Doucet a quitté la bande dessinée au début des années 2000 et Marc Tessier peut en témoigner, c'est que c'était beaucoup une affaire de gars. Et à un moment donné, il y a un moment où elle en a eu marre de ça. On parlait de Caroline Mérola, puis on disait qu'à l'époque de Caroline Mérola, il y avait une femme pour 30 dessinateurs, une dessinatrice. Puis là, je dirais que le changement s'est opéré, comme moi j'ai enseigné, puis un moment donné, c'était dans une cohorte de 10, il y avait 8 femmes puis 2 hommes. Fait que depuis ce temps-là, c'est sûr que ça va changer le paysage de plus en plus parce que toutes ces femmes-là, ils commencent à faire de la bande dessinée, publier des albums. Fait que c'est ça élargit le panorama, c'est très intéressant. Bien, d'ailleurs, à titre d'exemple, est-ce que c'est l'année dernière ou l'autre, Pow, les éditions Pow, finalement, leur année de publication, ce n'était que des autrices. Et c'est même pas une volonté. Oui. Je veux dire, oui, il y a une volonté derrière ça, mais c'était pas plaqué. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait tout naturellement. Et d'ailleurs, c'est ça. Moi, je suis curieux parce que, évidemment, au Québec, on est assailli de toutes parts. De manière métaphorique, du moins pour l'instant. Oui, pour l'instant. Oui. Mais donc, de la culture américaine, du comics, de la culture européenne, mais aussi du manga. Et donc, quand, comme toi, on est un médiateur, qu'on est sur le territoire français, déjà que tu dois composer avec un raz-de-marée de titres, alors que la bande dessinée est réussi à se rendre à toi, il y a quelque chose de réjouissant là-dedans.
C'est sûr que j'ai une possibilité, une offre tellement énorme. Alors il y a une partie, ça, je pense que tu le sais aussi, il y a une part de frustration parce qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent et malheureusement je ne peux pas tout lire. J'essaie de me tenir au courant, informé de ce qui se fait. Je suis bien informé de ce qui sort, je ne sais pas tout ce qui sort. Mais j'ai la possibilité je parle surtout du podcast, que je coproduis, j'insiste bien avec mes camarades, avec Jérôme, avec David, avec Florian qui est juste là-bas en face, voilà. Et donc moi j'essaie avant tout de me faire plaisir. Ça peut paraître égoïste, mais voilà, parce que je veux prendre du plaisir à faire ce que je fais. Je pense que toi c'est la même chose quand tu fais ton balado. Et Marc aussi. D'abord, il faut se faire plaisir, parce que si on se fait plaisir, on va aborder les choses différemment avec les autrices et les auteurs. Il n'y aura pas un besoin obligatoire de résultats. Moi, j'ai pas de résultats en fait. Moi, je veux me faire plaisir et partager un moment avec les autrices et les auteurs. Donc, pour répondre à ta question, oui, je choisis. Donc, je choisis des choses qui me font plaisir, toujours avec cette idée de curiosité. Voilà, d'essayer de proposer des choses qui n'ont pas forcément de visibilité dans d'autres médias. Et moi, pour résumer, je choisis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Personne ne va me dire tiens, tu as interviewé Jean-Dominique Leduc, mais qui c'est ce type? On ne le connaît pas, on s'en fout. Voilà. Alors, moi, je comprends très bien. Tu es redevable à personne. Voilà, en fait. Moi, je choisis ce que je veux et j'ai une liberté totale. Donc ça, pour moi, c'est un plaisir. Et à travers ça, il y a aussi l'idée de... C'est un peu un côté, c'est peut-être un peu exagéré, mais militant. Voilà, j'ai envie de défendre des autrices, des auteurs. Tu me parlais de bande dessinée québécoise. Ça fait partie de ça aussi, de dire voilà, il y a des autrices, des auteurs, des éditeurs, des éditrices qui existent, des gens comme toi et comme Marc qui existent, il faut en parler, voilà. Et tu le disais, on a un tel déversement de bandes dessinées, on ne peut pas tout lire. Donc moi, j'essaie à mon modeste niveau d'éclairer, de faire des petits focus sur des choses comme ça. Voilà. Alors, nous sommes présentement au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce rendez-vous annuel? Un grand raout. Un grand raout. Ça représente... alors, en ce moment, il y a des grands débats autour de la gestion du festival. Mais moi, j'insiste vraiment, le festival, il est porté avant tout par les autrices et les auteurs. Voilà, c'est eux qui mènent l'ambiance, qui créent l'ambiance. Aussi à travers les éditeurs, les éditrices, à travers nous, journalistes, on est là aussi pour porter le festival. Donc en fait, il y a une énergie folle, voilà, dans tous les sens du terme. C'est énergivore et en même temps, ça nous donne de l'énergie. Moi, je suis super content là, de te rencontrer parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Qu'on se voit enfin. Donc c'est un lieu, c'est quand même étonnant de venir à Angoulême. C'est une sorte de point de rencontre, de carrefour. C'est un carrefour, exactement. Un carrefour, voilà. Ouais. Donc je revois des amis, je vois des collègues journalistes, je rencontre des éditeurs, j'ai des rendez-vous, il y a des choses qui se créent, qui naissent. Donc c'est incontournable en fait. Voilà. Et pour moi, c'est l'énergie, c'est quelque chose de positif, même encore une fois, si c'est énergivore, si ça nous bouffe un petit peu d'énergie. Et c'est intéressant que tu parlais, que tu évoquais le problème du scandale en disant que le festival appartenait d'abord aux gens qui le font. Je pense aussi que les revendications vont en ce sens. Moi, je sens vraiment un désir du milieu de se réapproprier cet événement-là, qui est d'abord et avant tout, il faut le dire, en fait, c'est devenu une foire commerciale. Là. On est là pour faire des affaires. Il y a tout le pan, le marché des droits, où les éditeurs et autres, et puis peuvent... Qui est de plus important, de plus en plus important. Tout à fait. Ouais. Et toi, tu as remarqué au fil des ans... Alors même physiquement, on le voit, ça prend l'ampleur sur le Champ de Mars. Avant, il n'y avait pas cette grande bulle consacrée au marché des droits. Ouais. Donc ça a pris de l'ampleur aussi physiquement, mais aussi, j'ai envie de dire, institutionnellement, voilà, au niveau, et même économiquement, ça prend énormément de place. Et peut-être juste pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, le marché des droits, donc sous un chapiteau, une bulle, et c'est vraiment 2 allées, et de chaque côté, vous avez des cubicules avec des délégations qui présentent leurs nouveautés, tout ça, et j'ai animé d'ailleurs hier le marché des droits donc canadien, où 4 éditeurs canadiens disposaient de 15 minutes top chrono pour présenter leur catalogue et pour tisser des liens. Et donc, on sent vraiment l'effervescence dans cette tente-là. Et les gens échangent, les cartes d'affaires s'échangent, les gens se promènent avec des albums. Et
c'est comme si c'était un autre festival en soi. Exactement, mais c'est quelque chose qu'on connaît dans le monde du cinéma qui existe depuis de nombreuses années. Ça s'est dupliqué ici et ça prend une ampleur phénoménale. Et même en télévision aussi. En télé aussi, exactement. C'est la même chose. Ouais. Et donc, bon, évidemment, toi, tu profites de ton passage à Angoulême pour faire le plein d'entrevues. Et c'est pas le seul festival que tu couvres dans une année, là. Parce qu'en France, il faut le dire, là, vous avez des festivals pratiquement aux fins de semaine, ou en tout cas, il y en a beaucoup, là. Tous les week-ends, à partir, j'ai envie de dire, ça commence réellement, c'est un peu le point de départ Angoulême fin janvier. Et après, tout au long de l'année, il y a plein de festivals. Il y a même plusieurs festivals par week-end, tout au long de l'année, dans toute la France, dans tous les coins de la France. Ouais. Et toi, tu viens au festival le couvrir depuis combien de temps? Là, ça fait, alors je ne saurais pas te dire précisément, mais je dirais 12 ou 13 ans. Voilà. Bon, alors, en toutes ces années-là, qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce que tu considères que le plus changé ou évolué? La place d'autres médiums et la place d'autres genres de bande dessinée. Avec l'apparition du comics qui a pris plus de place, pas suffisamment je trouve, là depuis quelques années ça régresse, et en revanche la place du manga, voilà, on fait de plus en plus de place au manga. Oui. Voilà. Mais quand tu dis que le comics régresse, je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que Marc et moi on est allés visiter l'exposition de Superman, on a d'ailleurs croisé pour l'anecdote le scénariste australien Tom Taylor, qui a scénarisé Nightwing, entre autres. C'est une très belle expo, Superman, d'ailleurs. Oui, c'est une belle expo. Et là, c'est complètement fou, parce que il y a des originaux de Barry Windsor-Smith, Neil Adams, Darwin Cook, le Canadien qui vient de l'Ontario, qui est décédé il y a quelques années, malheureusement. Il y a des planches de John Byrne. Donc, vraiment, une belle époque de Superman. J'étais étonné de voir... j'étais content de voir ces originaux-là. Et c'est une exposition qui continue après le festival. Ah oui, donc qui demeure... OK. Et donc, ben voilà, moi, une expo qui est consacrée à Superman, dans un festival qui pourrait programmer tellement autre chose, pour moi, je considère que c'est symptomatique d'une certaine popularité du genre. Alors, à ton avis, moi, je suis curieux de t'entendre. De quelle manière tu sens une régression? Mais même, on sent, même sur le marché du comics, qu'il y a une baisse de vente de comics. Voilà. Oui. Alors ça, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être une forme de lassitude aussi par rapport à ce que peut faire Marvel. Alors je ne parle pas de la partie livre, je parle de la partie plutôt film, voilà, une forme de redondance, de choses, c'est un peu tout le temps la même chose, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses intéressantes en comics. Moi, je ne suis pas un spécialiste du comics, je m'intéresse, mais voilà, et alors, c'est ce que tu disais, le Festival d'Angoulême a quand même la possibilité de mettre en avant le comics, mais tu seras d'accord avec moi par rapport au manga, c'est quand même c'est moindre, voilà. Ah oui, mais le manga, c'est la déferlante, Frédéric. Ouais. Et c'est... Mais c'est une vague qui existe depuis quand même beaucoup d'années. Là, c'est une déferlante qui dure. Ouais. Oui, mais elle a frappé ici, évidemment, beaucoup plus tôt que chez nous. Ouais. Moi, je me souviens même, lorsque je venais dès le début des années 2000, il y avait eu comme une première vague. Je me souviens, par exemple, à Bruxelles, sur le boulevard Anspach, il y a la mythique librairie Bruxelles. Et en 2001, quand j'étais allé, ils avaient le local à côté était libre. Alors, ils ont loué, ils ont défoncé le mur. Et cette section-là, c'était que des mangas. Et je parle de 2001, là. Donc, quand même... Mais chez nous, tu vois, je dirais que le manga, il y a 5-6 ans, vraiment, est devenu un phénomène. D'ailleurs, chez nous, au moment où on se parle, une bande dessinée sur 3 qui est vendue, soit en librairie ou encore pour les institutions scolaires et pour les institutions point. Une bande dessinée sur 3, c'est un manga. Ouais, chez nous aussi, c'est énorme, c'est quelque chose. De toute façon, on peut le voir quand on sort de l'hôtel de ville, sur le parvis, il y a une file d'attente qui débute devant l'hôtel de ville pour l'exposition. C'est l'exposition L'Atelier des Sorciers qui ne désemplit pas. C'est phénoménal. Autre exemple, moi je viens d'animer une rencontre à l'espace Franquin. La queue est phénoménale, la file d'attente est phénoménale pour l'expo Gutanabe, voilà, et ça désemplit pas. Voilà. Mais alors, Gutanabe, c'est intéressant parce que Gutanabe réinterprète des histoires de H.P. Lovecraft, mais au niveau graphique, dans la grille graphique, on est loin du manga
de la série actuelle. C'est-à-dire que c'est un trait beaucoup plus poussé. On a l'impression que c'est de la gravure. Et on en parlait avec Guy Delisle, hors micro, à notre entrevue hier. C'est complètement fou. Il est seul pour faire ça, en plus. C'est un artisan. C'est un vrai, un vrai artisan. Ouais. Il a expliqué, il y avait une masterclass animée par Xavier Guibert, que j'ai d'ailleurs interviewé pour Dans ma bulle. Et, il expliquait comment il travaillait. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Voilà, vraiment, lui, il travaille. Moi, ce que j'aime bien dans son travail, on déborde un peu, mais c'est intéressant, parce qu'il travaille sur la matière. Voilà, et quand tu vois, je ne sais pas si vous avez vu tous les deux l'exposition. Non, pas encore. Mais on voit bien la matière, donc on sent qu'il a travaillé. Il expliquait même pendant la masterclass que pour bien travailler sur cette idée de chair, de matière, il allait chercher un poisson, il prenait un vrai poisson, il lui appuyait sur les yeux, tu vois, pour retranscrire le caractère un peu dégueu, un peu visqueux de la matière aussi. Et il y a toute... j'en ai parlé avec Xavier Guibert aussi de ça, parce que moi, ça me marque dans tout ce qu'il a fait, dans ses adaptations de Gutanabe, c'est les odeurs. Et retranscrire une odeur en bande dessinée, c'est quelque chose... Voilà. Et on sent la putréfaction, c'est texturé, la chair, voilà, et il est quand même super fort. Ah non, c'est admirable. D'ailleurs, Guy Delisle nous expliquait qu'il fait de la modélisation 3D. Et tout ça, pendant qu'il fait ça, il n'est pas à sa table à dessin. Donc, c'est quoi? C'est une parution par année, en tout cas en traduction française. Quand même, c'est monstrueux. Là. Et il doit livrer plusieurs dizaines de planches par mois. Alors, pour celles et ceux qui n'avaient jamais ouvert un album de Gutanabe, ouvrez ça et je vous garantis que vous allez être impressionnés, surtout en sachant le rythme de production. Mais on parle surtout des planches de Lovecraft, c'est ça? Dans l'exposition? Oui. Okay. Ben oui, parce que, parce que depuis plusieurs années, Gutanabe, c'est ça. Là. Lui, il a pris vraiment le terreau H.P. Lovecraft et il l'explore, là. Et je pense qu'il restera dedans, voilà, jusqu'à la fin, il va épuiser toutes les histoires de Lovecraft. Ben de toute façon, il est dans un terreau très très riche et il y en a encore pour très longtemps. Et donc, je serais curieux de t'entendre à ce sujet-là, en fait, de savoir, selon toi, vers quoi devrait s'orienter le Festival d'Angoulême? Qu'est-ce que tu aimerais voir ou comment aimerais-tu que ce festival évolue? Alors, c'est difficile parce qu'on a déjà énormément de propositions, au niveau des rencontres, au niveau des expositions, au niveau des participations d'auteurs et d'autrices. Il y a même une forme de frustration parce qu'on ne peut pas voir tout le monde, on ne peut pas visiter toutes les expositions, on ne peut pas assister à toutes les rencontres. Moi, par exemple, je n'ai pas le temps d'assister à des rencontres. Je modère des rencontres également. Je fais des interviews comme toi, mais j'ai pas le temps. Et c'est ça qui est frustrant. En revanche, ce qui manque peut-être, je pense, c'est une ambiance, une identité, voilà, que je peux retrouver dans d'autres festivals. Mais qui... Une signature. Ouais, pour moi, qui n'existe pas. Alors, peut-être que c'est... peut-être, je sais pas, que... C'est pas possible, justement, par rapport à ce que tu disais, à cause de l'argent, voilà, à cause de l'aspect financier qui est derrière, je sais pas. Mais pour moi, je trouve que ça manque de saveur. Voilà, OK, tu veux dire un petit peu une direction artistique? Non, elle est là, la direction artistique, mais moi, comme tu l'as dit, je vais dans plein de festivals, et c'est vrai qu'à chaque fois, on sent une identité, une ligne. C'est vrai que ça rejoint un peu la direction artistique. Là, franchement, le boulot qui est fait par les directeurs artistiques, il est phénoménal. Aussi bien Marguerite Demouette qui pilote tout ça, elle nous propose des expositions géniales. Faustulo qui travaille sur la partie japonaise. Voilà, faire une exposition de Gutanabe, même les Japonais, ils n'ont pas ça, tu vois, donc c'est exceptionnel. Non, c'est plutôt sur l'ambiance générale, la saveur, je trouve que ça manque de saveur. Donc, Et ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on va dans la bulle des indépendants, on n'est pas du tout dans la même atmosphère que lorsqu'on va... Littéralement 2 salles, 2 ambiances. Oui, alors que quand on va dans la bulle des grands éditeurs, c'est deux sensations complètement différentes, tellement que moi, j'ai l'impression d'être dans 2 événements différents. Et là, je parle pas du off-off qu'on est allé visiter ce matin en bas de la ville. Ouais. L'atelier Magélis, oui. Ouais, qui est l'équivalent chez nous d'Exposine, là.
où les artisans fabriquent des objets. La micro-édition. Oui, voilà. Il y a de très, très belles trouvailles, d'ailleurs. Marc, le portefeuille de Marc peut en témoigner. Je comprends, je fais la même chose, oui. Eh bien, en même temps, moi, je trouve ça dommage qu'il soit à ce point loin, parce que il profite pas de l'affluence. Évidemment, évidemment, c'est pas tous les festivaliers qui passeraient par là, mais je pense que ça faciliterait les choses et les rencontres. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Et certaines années, le off ça s'appelait je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs, et ça a eu plusieurs noms, plusieurs appellations. Il était plus proche du centre. Et même par rapport à la bulle qui est à côté de nous, la bulle Nouveau Monde, là, c'est vrai que ça ferait sens si tout était... Alors, c'est un peu compliqué parce que la ville est un peu exiguë, on ne peut pas non plus s'étaler sur des hectares. Mais je suis d'accord avec toi, on sent vraiment une dichotomie et clairement, l'ambiance n'est pas la même ici à la bulle du Nouveau Monde. C'est plus convivial, les gens se connaissent, discutent, on sent qu'il y a des habitués. Voilà. Après, je critique pas la partie... c'est pas vraiment négatif ce que je dis, mainstream, parce qu'il y a plein de choses en mainstream que j'adore, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas la même ambiance. Voilà, puis en plus, il y a l'idée aussi de chasse à la dédicace, qu'on n'a pas forcément dans cet espace-là. Mais qui est très particulier, parce que dans la bulle du Nouveau Monde, il y a le côté plus artistique, des artistes qui font des excès, tout ça. Fait que, puis moi, ça a tout le temps plus de valeur que des choses plus commerciales, mais ça doit dépendre, je sais pas, aussi du contexte d'ici. Oui, puis l'aspect commercial, il est là parce que c'est un moteur économique. Si on retirait de l'équation la bulle des grands éditeurs, ben il y aurait probablement pas de festival à Angoulême, là. Certainement, oui. Ou un petit festival chaleureux entre artistes avec des échanges profonds. Oui, bien ça, pour ça, il y a aussi, comme tu le disais, Frédéric, il y a plusieurs autres festivals ici en France. Oui, ils sont nombreux, nombreux. Et à chaque fois, c'est ce que je te disais, c'est des lignes directrices, des saveurs différentes. Voilà. Donc, par exemple, si on va à Saint-Malo, on sait qu'on trouvera plutôt ça. Si on va à Formula Bula à Paris, on trouvera une autre idée. Si on va à Lyon, une autre idée. À Bastia, une autre idée. À Aix, une autre idée. Voilà. Donc ça, c'est les festivals un peu majeurs. Il y en a plein d'autres. Je pense aussi à Gribouillis, parce que notre amie Sarah est à côté. Ouais. Voilà, donc, Mais ça, c'est une question pour toi. Tu parles de tous ces festivals-là. Puis c'est quoi leur saveur particulière? Parce que moi, je me rappelle, on était allé à Colomiers. Puis ça aussi, je l'ai adoré. Puis ça me rappelle le Nouveau Monde. Colomiers, honte sur moi. Ouais, Colomiers, bah oui, l'ambiance, c'est même si j'ai du mal avec cette appellation, alternative indépendante. Voilà. Donc, alors, c'est bien que tu cites cet exemple parce que justement, pour moi, c'est un des bons exemples. Le festival de Colomiers, c'est quelque chose qui se veut plutôt alternatif, indépendant, avec beaucoup d'éditeurs indépendants. Mais moi, j'y suis allé à plusieurs reprises. Et finalement, il y a beaucoup de familles qui vont, tu vois, c'est pas, on pourrait croire que c'est un certain type de population avec certains types de lecteurs. Non, pas du tout. C'est quelque chose de familial, vraiment familial. Et Sarah, qui est à côté de nous, là, qui est la directrice du festival Gribouillis à Bordeaux, Gribouillis, c'est la même chose. C'est axé jeunesse et aussi bande dessinée indépendante. Mais moi, j'y suis allé depuis le début, la première édition. Les gens, ils vont en famille, littéralement. Donc, c'est possible de faire quelque chose de familial et d'exigeant. Voilà. C'est très bon à entendre, ça. Ben, Frédéric Michel, ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de festival. Merci pour l'invitation. Merci d'être passé à ce micro. C'est vraiment un réel plaisir de rencontrer un collègue Avec plaisir, ouais. sans écran interposé. Et puis, ben voilà, bon travail et puis bon Merci. Festival. Et rendez-vous au Québec. Oui, prochaine fois, Oui. on fait ça au Québec. Avec plaisir. Merci à vous deux. Merci. Si. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.